Bonsoir à tous, un samedi entièrement arrosé, sans doute un signe de bénédiction de ce grand moment qui a pris fin au Palais des Congrès cet après-midi, la fin de ce dialogue politique, fierté, espoir et une nation qui aplanit, qui voit aplanir les divergences de ses fils. On va tirer les conclusions de ces 3 jours de discussion par moment peut-être facile, mais surtout, on le sait, intense, avec en plateau autour de moi, modérateur d'un soir, Paulin Vissor, délégué UDBN, bonsoir. Bonsoir. Et puis, juste à côté de vous, Antoine Adokonou, analyste politique, mais surtout, on va dire membre du Bloc républicain, bonsoir. Bonsoir, monsieur Latif. Et là, juste en face, nous avons bienvenue Dédayon Milorin. Lui, il est délégué Mouel Bénin au niveau de ce dialogue politique qui a démarré jeudi, qui a pris fin cet après-midi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci à vous trois d'avoir accepté, on va dire, venir poursuivre ce dialogue-là auquel vous avez pris part depuis jeudi et on va dire, Antoine Adokonou scrutait avec attention depuis 3 jours. D'ailleurs, nous l'avons eu pour l'ouverture de ces émissions spéciales-là et pour planter le décor en attendant sans doute que le représentant de FCDB nous rejoigne. Je vous invite à suivre ce point-là que nos reporters ont fait de cette cérémonie qui a mis fin bien évidemment à ce dialogue politique. Le Bénin dans ses plus beaux jours et le drapeau national dans la brillance étincelante de ses 3 couleurs. Le dialogue se referme dans la salle bleue du Palais des Congrès, une salle davantage bleue d'espoir au vu de la tenue des discussions et de la qualité des conclusions. Moment de clôture, instant d'émotion. Les effets sensoriels de ces moments inoubliables que nous partageons auraient certainement traduit à suffisance mon état d'esprit. J'ai la chance que ma couleur de peau masque mes émotions. De jeudi à samedi, la classe politique a étalé ses capacités à être élégante malgré les divergences. Les conclusions et recommandations sont nombreuses. L'accélération du processus de vote de la loi sur le financement public des partis. 3e point sur lequel le consensus s'est largement dessiné, et plus facilement d'ailleurs, c'est l'équité dans la représentation du peuple. Mais ils ne se sont pas arrêtés au poste électif. Ils ont voulu que la question de l'équité au regard de la femme béninoise soit également perçue à travers les nominations. Les participants ont convenu du renforcement, que le renforcement de notre modèle démocratique passait par l'actualisation. La salle bleue du Palais des Congrès, comme tout le Bénin, est tout tuile. Les regards braqués aux lèvres de Patrice Talon, le chef de l'État rassure quant à la mise en application des recommandations. Les propositions d'amélioration au test que vient de nous formuler le rapport feront bien l'objet d'une appréciation attentionnée de la part de mon gouvernement qui, je vous le réaffirme, prendra toutes les responsabilités qui sont les siennes. Après les moments politiques qui ont mis à mal la sérénité, voici les politiques qui se redressent ensemble, troussent les manches, conjuguent les fiertés à la seule faveur d'une nation, le Bénin. Seul le Bénin est éternel. Retour donc ici sur le plateau pour vous poser déjà les délégués avant de revenir Antoine Adokonou. Cette émotion-là, est-ce que telle qu'elle a été décrite au niveau donc du reportage, est-ce qu'elle vous a saisi vous aussi? Absolument. Nous étions tous émus dans cette salle ce matin. Mais avant que de poursuivre, vous me permettrez très rapidement de faire 1 ou 2 préalables. Le premier, c'est de remercier bien évidemment le chef de l'État pour avoir pris une décision aussi salutaire, une décision qui libère tout un peuple.
Deuxième chose, c'est de féliciter la présidente de l'UDBN, Madame Prudencio Afia-Claudine, la seule femme chef de parti politique au Bénin. Lorsque vous connaissez un peu la sociologie politique du Bénin, eh bien, vous ne pouvez que la féliciter. Parce que être femme et diriger un parti politique dans un environnement comme celui du Bénin, ce n'est pas évident. Donc, je lui dis merci pour avoir déjà commencé par lancer un certain nombre d'alertes qui, pour nous, si elles avaient été respectées, ces alertes, nous aurions peut-être évité un certain nombre de choses. Le premier point de l'alerte, c'était déjà le 29 avril. Par rapport au dialogue. Par rapport donc, le lendemain des élections, elle a appelé à ce que nous puissions décrypter le message envoyé par les électeurs. Le 3 mai, donc au lendemain des événements malheureux du premier, deuxième. Ça, ce sont les alertes qu'elle a lancées. Exactement. Donc aujourd'hui, pour nous, mieux vaut tard que jamais. Le dialogue a été disons, voulu, décidé, et la classe politique a accompagné l'initiative. À l'UDBN, nous sommes très heureux d'avoir pris part à cette activité politique très stratégique pour la cohésion et la paix au plan national. Donc, oui, nous étions très émus. C'était un moment très, très chaleureux. Et vous avez vu, certainement que ça n'a pas été montré, mais de façon spontanée, n'est-ce pas, à l'issue de l'intervention du chef de l'État, l'hymne national a été entonné et à l'unisson, nous l'avons chanté ensemble. C'est pour dire que, en fait, il y avait plus de peur que de mal. Nous sommes tous constants et conscients d'une réalité, à savoir que le Bénin, c'est notre patrimoine commun et quelles que soient nos divisions, nous devons pouvoir les transcender et aller à l'essentiel, à savoir le Bénin. Alors, monsieur Bienvenu, à propos d'abord de l'émotion, on va revenir sur les points, ne vous inquiétez pas, l'émotion. Est-ce que pour vous, elle était si réelle ou c'était un élément de diplomatie, d'élégance entre hommes politiques? Non, merci de m'avoir invité, d'avoir invité Moed Béné à ce rendez-vous d'échange, de partage et aussi de restitution de tout ce qui s'était passé en vase clos, on pourrait le dire, parce que tout a été fait hors caméra et hors micro durant les 3 jours. L'émotion était réelle. Il fallait rester là pendant les 2 jours et demi ou les 3 jours pour comprendre que ce n'était pas gagné d'avance. J'ai découvert par exemple un professeur Tokpanou qui s'est illustré en chef de file du Parlement de Riz et qui, à chaque fois où les tensions devaient passer une certaine limite, trouvait toujours une blague, une anecdote, une subtilité pour ramener tout le monde. J'ai vu le facilitateur nous rappeler à chaque fois que nous sommes les fils et filles d'une même famille. Alors oui, il y avait beaucoup d'émotions durant les 3 jours. Et ce que vous lisez sur le chef de l'État n'est que, disons, le retour, la résultante de toute cette émotion contenue dans la salle le long de ces 3 jours de discussion. Oui, c'était réel. Et la spontanéité de l'hymne national qui vient boucler la remise du rapport au chef de l'État atteste bien que quelque part, ce qui s'est passé là était attendu et que l'espoir que les acteurs, les initiateurs et même les participants ont placé dans l'événement, on peut l'espérer que ça ne soit pas des espoirs vains. Alors, Antoine Adokounou, de dehors, oui, vous avez vos canaux aussi de vivre ça de loin. Cette émotion-là, comment est-ce que vous l'appréciez? Non, je ne peux pas l'apprécier autrement que les délégués. Ceux qui ont vécu viennent de donner le témoignage que c'était vraiment une ambiance de travail très acceptable. Et je crois que nous venons de démontrer encore une fois que lorsqu'on a la bonne foi, lorsqu'on a la volonté, que tout est possible. Je note avec une remarque importante que le dialogue était vraiment politique. Parce que les points qui ont été abordés, il me semble que tout a été vidé pratiquement. On n'avait pas eu la nécessité que le clergé soit nécessairement présent ou bien que la société civile soit nécessairement présente pour que ces points soient vidés. Ça veut dire que
le dialogue, il était vraiment politique et non national. Parce que les sujets qui fâchent sont des sujets liés aux acteurs politiques. Et nous venons d'en avoir la preuve parce qu'on a abordé les questions et on a fini dans une ambiance assez remarquable. Alors voilà, puisqu'on a déjà parlé de l'aspect émotionnel de surtout cette clôture-là, à laquelle nous on a pu, on va dire, vivre de loin, quelque part, niché au niveau des cabines réservées aux journalistes, on peut maintenant revenir au point, à la réalité même de ce que vous avez abordé dans vos discussions. Commençons par le plus facile, les points de convergence, les points où il y a eu facilement consensus. Ces points-là, pratiquement, je pourrais dire, ce sont finalement les 4 points, à savoir la relecture du code électoral, le point 1 bien évidemment, et la charte des partis politiques. La question du renforcement du système partisan, là encore, je pourrais dire que ça peut être rangé dans ces points-là qui ont facilement eu, on va dire, le consensus, en tout cas selon le compte rendu. La recherche de l'équité, là encore, facilement, il me semble, ça a été résolu. Le statut de l'opposition, là encore, oui, tout le monde était d'accord. Dites-moi un peu comment est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve aussi facilement au niveau de ce gros lot du travail? Merci beaucoup. Il est important de rappeler quand même le contexte dans lequel le dialogue a été initié. On ne dialogue pas parce qu'on a envie de dialoguer, on ne dialogue parce qu'à un certain moment donné, il y a des situations qui appellent les uns et les autres à se mettre ensemble, à se regarder en face, parler et remettre à plat les divergences et repartir sur de nouvelles bases. Et donc, lorsque vous suivez le discours d'ouverture du chef de l'État, vous vous rendez compte que c'est un élan que le discours donne, une orientation qui, en elle-même, décrypte déjà le contexte socio-politique dans lequel s'ouvre ce dialogue. Nous sommes en situation où il fallait quand même s'asseoir pour débattre des questions éminemment politiques, bien entendu, donc entre acteurs politiques, pour que les divergences entretenues depuis l'organisation des dernières législatives, puisque c'est surtout de là que tout est parti, de la mise en application d'une réforme politique qui n'est pas forcément l'initiative du chef de l'État. Tous les acteurs sont d'avis qu'il faut réformer le système partisan. Le sujet était vieux que ça venait au pouvoir. Nous sommes à un moment où quelqu'un a osé poser un pas. La méthode, la manière, il fallait quand même faire un pas, mais dans ce pas qui est posé, il y a eu du tort qui a été causé à beaucoup de personnes, dont Mouel Bélé, par exemple, qui est membre de la majorité présidentielle, mais qui, fort des lois qui ont gouverné les dernières élections, par exemple, je cite la charte, d'accord, des partis politiques et le code électoral, s'est vu fermer la possibilité d'aller aux élections législatives. À l'intérieur déjà de la mouvance. Nous n'allons donc pas parler de l'opposition. Et donc, à un moment donné, il fallait quand même s'asseoir pour dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Bien, nous sommes d'accord qu'il faut réformer le système partisan, mais notre première tentative a créé du tort à certains acteurs. Comment nous faisons pour que unanimement les prochaines marches puissent rassurer tous les acteurs de la scène politique? C'est la question principale autour de laquelle nous sommes réunis. Et quand le chef d'État, dans son discours, reconnaît qu'on a fait des pas, mais que dans ce pas que nous avons effectué, il y a certainement des choses qui n'ont pas marché, qui n'ont pas comblé les attentes, et que c'est pour ça qu'il invite les acteurs politiques à se mettre ensemble pour voir comment et dans quelle mesure les prochains pas que nous allons effectuer puissent être des pas nobles et dignes pour tout un chacun, afin que les remous, les contradictions, les chocs reçus par les acteurs politiques ne se perpétuent pas à travers le temps. Et donc, voilà le décor qui a été planté, et tout le monde forcément s'est retrouvé dans ce décor. D'où l'unanimité d'abord sur les points retenus comme l'ordre du jour. Et donc tous les acteurs ont vu, oui, il y a du tort. Même les partis politiques qui sont représentés aujourd'hui à l'Assemblée ont trouvé à dire. C'est la preuve que effectivement il y avait des problèmes au niveau des tests qui ont régi les dernières élections. Et donc voilà le décor planté. Du coup,
La démarche adoptée a été donc de donner la possibilité à chaque acteur d'opiner sur chaque point de l'ordre du jour. Bien entendu, nous étions des aguerris, chacun était parti donc avec des notes, des mémoires, à l'aune des expériences vécues, à l'aune de ceux qui n'ont pas favorisé son parti. Je pense que ce terreau a aménagé quand même et a facilité l'entente pour le reste du dialogue. Alors, de là, nous retournons vers le délégué de l'UDBN, bien évidemment, qui a eu consensus. Mais dans ce consensus-là, j'ai envie de demander une chose. Quand on parle, par exemple, de la relecture des textes à problème, des textes politiques à problème, quel élément de plus vous pouvez nous, on va dire, traiter? Qu'est-ce qui est prévu en réalité pour aborder cela? Quels sont les mécanismes, par exemple, proposés? Non, écoutez, je suis en phase avec mon vis-à-vis lorsqu'il dit que le diagnostic a été très bien posé par le chef de l'État, ce qui donc a facilité les discussions par la suite. L'ouverture a lâché les chevaux en réalité. Absolument, parce que le discours n'a pas contesté une réalité qui est celle de ce qu'il y a problème. Et lorsque vous êtes un homme responsable, que vous dirigez surtout une nation, vous êtes face à une situation inhabituelle, vous êtes obligé, n'est-ce pas, de faire asseoir les acteurs pour qu'ensemble vous puissiez discuter, arranger le tort qui a été causé. Donc c'est cet aveu qui a plu aussi et a mis à l'aise les participants, parce que je suis presque convaincu que si le discours inaugural du chef de l'État était allé dans le sens contraire, donc était allé dans le sens de quelques sbilles qui estiment que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de crise, eh bien, je ne suis pas sûr que la suite des travaux se serait déroulée d'une manière aussi responsable, courtoise, même si, par moment, évidemment, ça a chauffé dans la courtoisie, dans la responsabilité. Donc, sur les lois électorales en cause, dont la relecture a été souhaitée par le chef de l'État et confirmée par les acteurs politiques eux-mêmes, eh bien, c'est clair que dans cette perspective, il y a quand même des fondamentaux, des constances qui ont été retenues par les participants à ce dialogue. C'est la volonté que nous cessons, n'est-ce pas, d'avoir au Bénin des partis patrimoniaux. Des partis qui n'ont d'existence en réalité que par celle de leur père fondateur, n'est-ce pas? Nous sommes tous d'accord qu'il faut aller à de grands ensembles. Et ce n'est qu'à travers de grands ensembles politiques que la gouvernance pourra être améliorée, parce que le parti qui est au pouvoir, forcément, celui qui dirige le pouvoir d'État, et s'il est membre d'un ensemble politique fort, forcément, il est sous pression, lui aussi. Et donc, ça fait qu'il y a des déviances qu'il doit pouvoir éviter. Mais lorsque c'est au détour d'une aventure que vous vous êtes projeté au pouvoir d'État, n'est-ce pas, vous n'avez pas forcément de compte à rendre à quelqu'un. Vous pouvez aller dans toutes les directions que votre bon vouloir vous dicte. Et donc, cette volonté d'avoir de grands regroupements politiques est restée. C'est pourquoi, évidemment, la fameuse question des 10%, on a eu à discuter, on a eu à échanger, parce qu'on se dit c'est quand même un point assez lourd. On a quand même retenu qu'il faut maintenir, même s'il y a des améliorations à le faire. Un autre point, c'est l'implication, n'est-ce pas, du ministère de l'Intérieur dans le processus d'enregistrement des partis. Sur ce point, nous avons, en tout cas au sein de l'UDBN, nous avons été clairs pour dire que, par exemple, le ministre de l'Intérieur qui est chargé, dont la mission, entre autres, est de constater les instances juridiques, et il se fait que lui-même était, par exemple, membre d'un parti politique. Et donc, ça projette une situation du genre, être juge et parti. Et cela ne peut pas mettre à l'aise les autres concurrents, parce que lorsque nous sommes concurrents et que je suis à une position qui me permet de vous titiller, humainement, je pense que je suis tenté de vous mettre quelques bâtons dans les roues pour que vous ne soyez pas sur la même longueur. Donc autant de sujets qui ont été posés avec honnêteté, et ensemble nous avons
aujourd'hui décider, par exemple, que le ministère de l'Intérieur, son intervention dans le processus soit purement d'ordre administratif. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que il joue un rôle opérationnel comme on l'a vu. Et l'autre aspect aussi très important, c'est la recommandation tendant à réduire les observations du ministère en un seul bloc, par exemple. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Les constats sur le terrain lors des dernières élections, c'est quoi? C'est que certains partis envoient des dossiers, on leur a fait une première série d'observations. Ensuite, ils sont allés corriger les observations. Tous les partis, d'ailleurs. Tous les partis. Ils reviennent et on soulève des observations qui n'avaient pas été évoquées lors du premier constat qui a été fait, lors de la première étude. Donc tout ça, par exemple, on a compris que ça n'était pas de nature à rassurer les acteurs. Donc aujourd'hui, en tout cas, les discussions ont révélé que désormais, le ministère de l'Intérieur doit pouvoir faire ces observations en un seul bloc. De sorte que lorsque le parti en vient à les corriger, on ne pourra plus soulever. On peut éventuellement trouver à dire sur la façon dont il a corrigé, mais on ne peut plus faire des observations nouvelles, des observations qui n'avaient pas été préalablement soulevées. Donc, ces points de convergence, ça a été, même les partis qui aujourd'hui sont à l'Assemblée ont compris qu'effectivement, ça ne rendait pas la compétition saine. Ça ne donnait pas envie d'être à l'aise pour pouvoir compétir. Alors, de là peut-être à demander si finalement on n'est pas dans les touches, on va dire des petits détails finalement, et si ce n'était pas les petits détails qui posaient problème. Je voudrais peut-être intervenir avant Antoine, pour ajouter quand même un argument. Pas longuement, juste parce que si vous dites détail, ça m'interpelle. Il y a juste un petit détail qui a fait que Mouel Béné n'a pas participé aux élections législatives. C'est cette affaire de doublon. Et donc, aujourd'hui, l'unanimité s'est faite qu'il y ait possibilité de modifier les listes. C'est-à-dire que si un candidat se hasardait à postuler sur 2 listes, ce n'est plus les partis politiques qui seront sanctionnés, mais plutôt l'individu. Nous sommes allés jusqu'à proposer que cet individu soit amendé, mais aussi soit déclaré inéligible sur une période. Et donc, ce n'est pas un petit détail, c'est des avancées. Parce que c'est avec des hommes qu'on constitue des listes. Et tout ce que l'humain fait, il y a forcément des erreurs. Mais quand on aille à voter des lois qui disent, parce que vous avez déposé une liste, elle est intouchable, c'est un problème qui a été créé. Et donc, voilà une avancée, et qui n'est pas des moindres pour nous, Mouel Béné, qui nous rassure que pour les prochaines élections, on ne pourra pas jouer avec nous, aller trouver les dossiers doublons pour nous éliminer, nous empêcher encore d'aller à des compétitions. Antoine Adoukounou, ces détails-là, finalement, ils ne remettent pas en cause, on va dire, la transformation du paysage politique voulu par tout le monde. Je crois que c'est ça le plus important. Parce que tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression que on pense que c'est les tests qui en sont pour beaucoup, mais je ne le crois pas. En fait, il y a que nous-mêmes, nos comportements, qui ont contribué assez. Je le dis parce que le tout ne suffit pas de modifier les tests. Si on modifie les tests et que nous ne nous réajustons pas dans nos comportements, nous risquons de dire encore demain qu'il faut encore modifier les tests. Le premier problème qui s'était posé, parce que lorsqu'on dit que les gens n'ont pas été aux élections, il y a certains qui ont été éliminés au ministère de l'Intérieur et d'autres qui ont été éliminés à la SEDA. La différence me paraît importante parce que ce ne sont pas les mêmes motifs qui ont éliminé les uns et les autres. Les partis qui n'ont pas pu avoir leur existence juridique au niveau du ministère de l'Intérieur étaient des partis qui étaient dans le processus de mise en conformité et non dans le processus de création. Pratiquement tous les partis qui étaient dans le processus de création ont pu s'en sortir au ministère de l'Intérieur. C'est les partis qui étaient dans le processus de mise en conformité qui n'ont pas pu, au plan juridique,
savoir en fait S'adapter. de quoi il est question la mise en conformité. 15 membres par commune pour les partis nouveaux créés n'est pas la même chose que 15 membres par commune pour les partis qui existaient et qui veulent faire la mise en conformité. Donc vous alertez sur le fait que il ne suffit pas d'en découdre avec les tests pour être Voilà. tranquille. Parce que celui qui veut faire la mise en conformité, il était dans le schéma de 10 membres par département et il doit falloir quitter là pour remonter à 15. Ça veut dire que lui, il a un ensemble de départ qui n'est pas vide. Ça veut dire que pour aller au grand ensemble 15, s'il arrive dans une commune, il prend les éléments existants dans la commune, plus d'autres éléments. Parce que il dit, je veux faire la mise en conformité. C'est-à-dire, je veux rester tel que j'étais, seulement je vais augmenter seulement le nombre. Mais les gens n'ont pas compris, ils choisissent les gens comme si ils voulaient créer. Et ça a créé des problèmes au ministère de l'Intérieur. Peut-être que c'est ce qui légitime la question de timing. Parce Ouais. que Donc, aujourd'hui, depuis le 17 mars, la question du certificat de conformité est terminée. Donc, ce problème en réalité de certificat n'existe plus aujourd'hui. Je le dis parce que les problèmes en réalité qui se sont posés sont en train d'être vidés même à l'épreuve par du le temps. Au niveau du Moël Bénin, le problème qui s'est posé est un problème très sérieux et je propose, comme l'a dit mon vis-à-vis, et nous proposons que il y ait une modification, une petite modification de l'article 46 qui dit qu'une fois la liste déposée, qu'on ne peut plus modifier. Qu'on permette que, ne serait-ce que 72 heures ou bien quelques jours, le parti dont on a trouvé des fautes, fût-elle majeure ou mineure, ait la possibilité de corriger. Mais il doit souligner au passage que le législateur est parti d'un constat pour pouvoir aller vers ce verrouillage. Je sais que mes amis, peut-être, si vous avez déjà participé aux élections par les fois passées, c'est normal. Bon, excusez-moi, hein, au lieu de parler de partis, moi, je disais que nous avions des particules. C'était tout un désordre dans les anciens partis politiques. On dépose une liste aujourd'hui à la CEDA, vous êtes tête de liste. Demain, vous allez, vous constatez que vous êtes à la 8e position. Après demain, vous n'y figurez plus. Vous êtes à la 4e position. Et quand on va afficher la liste, vous ne voyez plus votre nom. Et c'est au vu de toutes ces pagailles que le législateur a dit, mais pour en finir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire simplement qu'une fois la liste déposée, on ne modifie plus. C'était l'intention. Ce n'était pas fait exprès pour exclure qui que ce soit. C'était pour régler, en fait, cette question. Mais, à la pratique, on constate que c'est un travail humain. On ne peut pas tout verrouiller. Donc, aujourd'hui, la correction va donner une petite ouverture. Moi, je dis petit parce que je n'aimerais pas que la loi donne toute une grande ouverture pour qu'on retourne dans les premiers travers. La loi doit pouvoir préciser que les modifications qui seront ouvertes ou réouvertes ne devaient pas porter sur les candidats ni le rang des candidats. Je voulais vous rassurer que c'est ce qui a été fait. Bon, les modifications on peut modifier ont pris en compte les pièces. tout. On ne modifie voilà. ni les noms des candidats, ni leur positionnement sur la bon, liste. je n'y étais pas, mais par expérience politique, c'est ce qui a été que fait. moi je parle. Je vous rassure que c'est ce qui a été fait. Voilà, moi je n'aime pas l'information. l'unanimité Mais c'est ce qu'il fallait faire pour que la pagaille cesse. Nos amis viennent de dire que la question du ministère de l'Intérieur, juge est parti. Nous avons voulu régler ce problème. Je fais ce rappel parce que les lois qui sont là pour la charte des partis politiques ont été votées à l'unanimité -1 et 74 voix pour le code électoral, pour vous dire que nous-mêmes, les acteurs politiques,
nous étions tous d'accord pour le principe et nous avons fait des conférences et chacun avait apporté son point de vue avant que cette thèse ne soit votée. Ce n'est pas que la 7e législature s'est levée un matin pour dire voilà la thèse qu'il vous faut, non. Alors, donc, je disais qu'on avait fait la proposition d'enlever au ministère de l'Intérieur et ce caractère d'être le dépositaire administratif des partis politiques et de créer une structure indépendante. Et j'avoue que ce sont les opposants qui ont même lutté pour que le ministère de l'Intérieur fasse le travail. Certainement que entre la présidence et le ministère de l'Intérieur, ils avaient pensé qu'il vaut mieux le ministère de l'Intérieur. Mais aujourd'hui, c'est le même qui crie. Donc, moi je crois que le travail que fait le ministère de l'Intérieur, en fait, ce que je propose, c'est que le ministère de l'Intérieur, non seulement il notifie, il accompagne. Et il notifie en bloc, comme vous l'avez dit. Alors, vous permettez, sur cette question du ministère de l'Intérieur, j'ai comme l'impression que notre ami n'a pas bien saisi les propos de M. Vissor. En fait, personne ne remet en cause aujourd'hui la possibilité, ses attributions au ministère de l'Intérieur. La question qui a été soulevée, c'est que cette possibilité que le ministère de l'Intérieur a à étudier un dossier, à vous notifier des observations, une première observation, et que vous finissez de les satisfaire, et que cela donne lieu à une seconde réétude, puisque c'est ça le problème que posent ceux qui ont des difficultés de mise en conformité. Et tous les partis ont été d'accord. C'est que quand on a déposé le dossier au ministère de l'Intérieur, une liste d'observations, le Moël Béné a plus de 30 pages. Et c'est quand vous finissez de satisfaire les observations maintenant, qu'on vous donne une nouvelle liste dans laquelle ne figurent pas les premières observations. Vous comprenez? Donc, l'unanimité dit quoi? Désormais, le ministère de l'Intérieur étudie et ne formule qu'en un seul bloc les observations. Quand on finit de les satisfaire, il n'y a plus possibilité de nous ressortir de nouvelles observations. Voilà un peu cet aspect qui a une unité. Et rien que ça. Votre réaction? Oui, non, effectivement, je suis en phase avec mon vis-à-vis. Vous savez, il a dit quelque chose au début de ses propos que je partage entièrement. À savoir qu'au-delà de l'écrit, il faut que nous-mêmes, êtres humains, nous soyons à la hauteur et que nous fassions attention. Parce qu'il ne faut pas personnaliser votre position sociale ou politique aujourd'hui, parce que la roue tourne, comme on dit. La roue tourne. Parce que ceux à qui votre position politique actuelle vous permet de taquiner, ceux à qui vous faites ça, mais demain, ils vous rendront. Ils vous le rendront, tout simplement. Donc, effectivement, le comportement doit pouvoir changer parce que ça interpelle. Ça nous interpelle en tant qu'acteurs politiques. Parce que vous avez vu tout ce qui s'est passé, disons, les 1er et 2 mai dernier. Personne n'a voulu ça dans le pays. Donc, je pense qu'effectivement, en termes de responsabilisation des acteurs, il faut aller au-delà de l'écrit et agir avec mesure. Parce que à vouloir taquiner, vous allez pousser le bouchon un peu loin et ça va générer les événements malheureux que nous avions eus et qui, j'espère, ont été conjugués au passé. Alors, toujours dans les réformes, sur la question des doublons, c'est effectivement un véritable piège. Aujourd'hui, avec ce qui a été retenu, ça va être compliqué ou difficile que quelqu'un se hasarde à jouer à ce jeu. Parce que nous, à l'UDBN, nous avons été clairs. Hein, nous avons même demandé, on a été très heureux lorsque, spontanément, certains partis, certains camarades ils ont apporté le soutien à la proposition, à savoir que le candidat qui se livre à ce jeu, non seulement
il sera sanctionné, mais il sera inéligible pendant 10 ans. Nous l'avons suggéré. Ça pose un petit problème. Est-ce que par cette occasion du Palais des Congrès, les partis politiques ne se désengagent pas d'une partie de leur responsabilité quand même? À savoir que il n'est pas aussi de la seule responsabilité que un candidat se retrouve sur 2 partis. Non, vous savez, je vous rappelle que nous avons désormais, avec les nouvelles lois électorales, 15 membres fondateurs par commune. Et chaque membre doit fournir à peu près environ 5 à 7 pièces. D'accord? Donc, lorsque vous faites 7, je suppose, environ 7 pièces, 7 fois 15 par commune, fois 77, vous imaginez à peu près le nombre de pièces que vous avez à gérer. Moi, j'ai suivi cette opération au niveau de l'île de Vienne avec beaucoup de difficultés, parce qu'effectivement, c'était pas facile. Hein. C'est une tonne, c'est toute une valise de pièces. Donc, l'erreur, il est possible qu'il y ait des erreurs. Mais vous ne pouvez pas, un dossier, ça m'étonnerait que le dossier d'un candidat se retrouve sur 2 listes concurrentes sans qu'il y ait une volonté manifeste du candidat. Sinon, comment est-ce que le parti peut produire à la fois votre casier judiciaire, votre attestation de résidence, des pièces en lieu et place sans votre complicité? Je voudrais réagir, juste placer un mot sur cette question. Parce que j'ai une question sur lorsque nous allons dans une commune vendre notre parti politique et que des gens y adhèrent, quel mécanisme aujourd'hui avons-nous pour savoir si cet individu qui vient avec son dossier à Mouel Bénin n'avait pas auparavant donné ce dossier à l'UDBN? Nous n'avons pas. À la rigueur, la seule structure qui peut vérifier ça, c'est le ministère de l'Intérieur, puisque c'est à ce niveau que sont compilés tous les dossiers de tous les partis. Mais les autres partis ne détiennent pas. Il n'y a pas une plateforme nationale où on peut identifier qui est militant de qui ou qui. Or, aujourd'hui, la conscience citoyenne, dans l'imaginaire populaire des nôtres, c'est comment faire pour être partout à la fois. Il faut le reconnaître, c'est le système qui est comme ça. On veut être partout à la fois, espérant que si c'est tel parti qui est là, on peut rapidement se positionner pour avoir... Donc, ce n'est pas forcément de la responsabilité des partis politiques. C'est beaucoup plus une question de responsabilité des citoyens et leur faire comprendre que il est interdit au Bénin d'appartenir à la fois à 2 partis politiques. Et ça pose un problème. Et la vérification de cette interdiction n'est pas des partis politiques. Malheureusement, c'est le ministère de l'Intérieur qui doit étudier les dossiers. Et donc, nous allons prier pour que les moyens soient mis à disposition de ce ministère pour avoir la possibilité de repérer les doublons et d'identifier ces cas afin de nous empêcher de les découvrir au niveau de la Sénat quand les dossiers... Mais visiblement, il n'y a pas une responsabilité directe des partis politiques, puisqu'ils ne savent pas. Ils ne sont pas dans l'anonymat, dans le secret des candidatures que présentent leurs vis-à-vis. On ne va pas s'éterniser sur le sujet, mais sinon, j'ai quand même envie de croire qu'il y a une responsabilité. Sinon, ça voudra dire que les partis peuvent aujourd'hui aligner des gens dont ils n'ont pas la maîtrise de la nature morale. Vous savez, c'est fait témoin encore de la fragilité des partis, de nos partis politiques. Et je voudrais apporter un rectificatif, je ne sais pas, est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur ou bien la Sénat? Parce que le ministère de l'Intérieur, c'est pour la constitution de la vie juridique des partis politiques. Hein. Mais c'est au niveau du dépôt à la Sénat que vous avez eu le problème de doublons. Oui. Mais le problème qui s'est posé, c'est que c'est sur des militants bien enregistrés auprès du ministère de l'Intérieur pour le compte de Mouel Bénin. Comment se fait-il donc qu'un militant, qui plus est un coordonnateur communal de Mouel Bénin, candidat sur la liste Mouel Bénin, se retrouve candidat sur la liste du PRD? Voilà. Donc, alors, si le doublon avait été constaté au niveau, je suppose que dans la mise en conformité du PRD, que ces mêmes noms y figurent. Auquel cas, il ne revenait pas à Mouel Bénin d'identifier et de repérer ça. Non, maintenant, si, dans le dossier du PRD, au ministère de l'Intérieur, cet individu ne figurait pas, et que c'est découvert à la Sénat, eh bien, naturellement, vous ne pouvez pas donner la responsabilité à Mouel Bénin. Alors, on va changer de cap. Cela est possible si
l'intéressé, il est membre fondateur. S'il n'est pas membre fondateur et qu'il est un militant, peut-être que son dossier n'est pas allé au ministère de l'Intérieur. Et je crois que, je disais tantôt que ça pose le problème de la fragilité de l'autre. Parce que, qu'est-ce qui se passe lorsque les partis politiques que nous avons n'ont aucune envergure au niveau des communes, régionales, des arrondissements, ils restent chez eux, là où ils sont populaires, mais le reste, c'est qu'ils téléphonent un peu partout pour dire trouvez-moi, trouvez-moi, trouvez-moi. Donc, on leur amène un dossier, eux autres ils disent c'est juste pour combler le vide. Mais l'intéressé, lui, peut dire, lui n'a rien compris, peut dire ah, je dépose partout. Si je n'ai pas la chance dans le parti A, il se peut que j'ai la chance dans le parti B, sans savoir qu'il est en train de violer la loi. Mais aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, les textes qui sont là, c'est qu'aujourd'hui, un parti politique doit avoir une envergure nationale, doit avoir des sièges départementaux bien décontractés et certainement les militants sont maîtrisés. On ne peut plus envoyer des dossiers n'importe comment. Donc, il doit falloir que nous puissions nous prendre au sérieux. Cela rejoint d'ailleurs un point sur lequel, effectivement, il y a eu aussi, on va dire, consensus. C'est notamment un pan de la question du renforcement du système partisan où les partis ont quand même, on va dire, appelé à très rapidement revoir les conditions d'accompagnement financier, si vous voulez. Oui, absolument. Ce point revenu a été, disons, partagé par tout le monde. Et ce que nous avons suggéré, d'ailleurs, c'est qu'il ne faudrait pas, comme on pouvait s'imaginer, que cette assistance, cet appui du pouvoir public soit dirigé uniquement vers les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Nos recommandations sont allées dans le sens de ce que tous les partis régulièrement enregistrés puissent bénéficier de cet appui. Parce que, évidemment, diriger un parti politique, ce n'est pas amusant. Aujourd'hui, avec la question de formation, la question de communication, la question de logistique, on a effectivement besoin d'un appui pour que les leaders du parti cessent d'être un peu les bailleurs de fonds, les financiers, et évidemment, les militants également devront pouvoir y contribuer. Parce que pour limiter on va dire la trop grande puissance des patrons, enfin, des leaders de parti, il faut effectivement que les militants effectivement contribuent aux charges induites par la gestion du parti. Et ça ne peut que se faire par une éducation, une sensibilité, une formation des militants. Ça a manqué. Vous auriez constaté que quand cette question a été abordée, on l'a développé, les aspects, les avantages, on l'a démontré. Et ça figure effectivement dans le rapport. Le chef de l'État a pris engagement ferme devant le peuple, n'est-ce pas, à l'effet d'étudier et de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans tout ce que nous lui avons proposé. Dans tous les cas, c'est le dernier mot lui revient, c'est lui qui a convoqué le dialogue. Et jusqu'à présent, en tout cas pour le peu que moi j'ai observé, c'est un homme cohérent. Et je pense qu'il va finir ce qu'il a commencé. Parce que on ne peut pas, lorsque vous avez reconnu que vous avez mal à la tête, le médecin ou les acteurs, les professionnels de la chose vous disent votre maladie, c'est ce qu'il vous faut. Je pense que logiquement, il faut appliquer, il faut y aller. Vous n'allez pas, après avoir fait un diagnostic, vous avez la solution et faire droit à la solution. Ça m'étonnerait. Alors, je pense qu'il ira vers, disons, la direction vers une direction qui permette de dégeler cette atmosphère de peur, de crispation, de crainte généralisée. On va revenir à ces points qui n'ont pas eu la chance de vous voir unanimement vous rallier en termes de solutions proposées. Mais avant, un tour de table sur une question. C'est que M. Vissot a parlé d'application. L'attente de voir le chef de l'État appliquer ce qui a été proposé. Toutes ces choses-là proposées,
si ça nécessitait, par exemple, une révision constitutionnelle, que dira Moël Bénin? Alors, avant ça, il me semble important quand même d'opiner sur le renforcement du système partisan. Ce serait trop réducteur de rester juste au niveau des questions financières. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de points très importants. C'est-à-dire que ce point, en gros, c'est de considérer que tout ce qui est politique, d'accord, revient aux partis politiques. Il faudrait que chacun reste dans son couloir. Et sous ce point, c'est qu'est-ce que nous faisons pour que déjà les avancées enregistrées soient maintenues et que d'autres progrès soient réalité. Et à l'intérieur, il y a eu le renforcement, d'accord, de par exemple cette affaire de Quitus. Nous avons décidé que cette innovation est irréversible. On ne l'annule pas. On ne l'annule pas, parce qu'il est important que celui qui veut diriger des gens soit quand même en règle vis-à-vis du fisc, vis-à-vis de ses mandants ou de ceux qui veulent administrer. Parce que vous n'êtes pas à jour vis-à-vis du fisc, vous voulez diriger des gens qui sont à jour. C'est la sorte de l'ordinaire. Et donc, il y a ce point qui a reçu, disons, l'unanimité. Il y a la question des cautions. On a proposé, par exemple, que ces cautions sont hors normes. Et quand lieu est place, si l'idéal est de réduire les candidatures des plaisantais, que la notion des parrainages, des signatures d'élus, que ce soit des élus parlementaires, et communaux, et peut-être, pourquoi pas des élus locaux, mais que, en réalité, en règle générale, ce qui a été maintenu au niveau du dialogue, c'est les principes. Les modalités seront définies à travers soit des ateliers, des séminaires qui vont venir. Mais des principes ont été arrêtés. Parmi ces principes, il a été relevé que les cautions sont trop élevées et comparativement à la sous-région aussi, c'est hors norme. Et lorsqu'on arrive donc à ce niveau, il faudrait voir comment diminuer ces cautions et si la nécessité est d'éviter que viennent à l'arène des oiseaux rares, les messies qu'on rencontre, qu'on instaure un système de parrainage, quitte à ce qu'après nous définissons les modalités. La possibilité aussi de faire désormais des partis politiques les seuls dépositaires de l'espace politique, c'est qu'on dise que désormais, nul ne peut être candidat aux élections présidentielles sans être membre d'un parti politique. Parce que l'un des arguments forts de qui milite en faveur de cette réforme, c'est que depuis 1991, où on a démarré des élections, jamais les partis politiques n'ont réussi à faire, ici au sommet de l'État, un militant. Du coup, celui qui vient là n'a pas de compte à rendre, comme disait mon vis-à-vis, à ses militants. Parce qu'il se contente de négocier avec les grands électeurs, les forts des partis politiques, et chacun ayant obtenu le gâteau que devient disons, le patrimoine national, se tait, se complaît, quelle que soit la gestion. Donc, il faudrait qu'on aille vers cette possibilité de réserver uniquement aux politiques, quel que soit le niveau de candidature, la possibilité de venir là. Et donc, ce sont des points que nous avons abordés, même si ça n'a pas reçu l'unanimité. Le principe est que oui, il faut désormais que ce ne soit que des partis politiques qui présentent des candidats à toutes les élections présidentielles, à toutes les élections, même aux élections présidentielles. On revient à ma question. Est-ce que tout ça, tout ce qui a été proposé, d'ailleurs, qui a reçu l'assentiment, peut se réaliser sans révision constitutionnelle? Il y a des mesures qui appellent forcément la révision de la Constitution. Tout le monde est unanime là-dessus. Là encore. Tout le monde est unanime, mais tout le monde n'est pas unanime pour qu'on révise tout de suite. Comme je le disais, ce sont les principes généraux qui ont été retenus. Il y a forcément des modalités, la méfiance généralisée, j'espère, et que, disons, les recommandations, quand elles vont commencer par émerger, vont rassurer les parties prenantes, parce que lorsque vous écoutez ceux qui mettent des réserves pour qu'on aille à l'extrême, c'est-à-dire à toucher la loi fondamentale, c'est qu'ils se disent non, nous sommes à un moment où nous ne sommes pas représentés au Parlement. Question de confiance. Alors, qu'est-ce qui nous dit que si on autorise ça tout de suite, on ne va pas nous faire encore, mais dans le... Donc, nous avons foi que les signes que le chef d'État va donner, l'écho qu'il donnera de ces recommandations pourra permettre de rassurer afin que nous puissions faire les pas nécessaires pour que ces recommandations très pertinentes ne restent pas encore dans les tiroirs. Alors sur la question, je m'empressais de prendre la relève. Non, la position de l'UDBN est très claire. Hein. Oui, il y a des mesures qui vont appeler la révision de la Constitution, comme par exemple la question du quota
Parce qu'à l'UDBN, nous avons soutenu et heureusement, fort heureusement, d'autres amis nous ont rejoints à savoir comment impliquer, comment organiser l'implication des femmes dans les instances de prise de décision. Vous savez très bien que sur la question, il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui est claire pour dire, l'article 26 de la Constitution dit les hommes et les femmes sont égaux devant la loi et par conséquent, il n'est pas question qu'on puisse organiser, n'est-ce pas, une discrimination positive en faveur de la femme relativement à leur implication. À son implication dans on va dire l'arène politique. Et sur cette question, nous avions à l'UDBN, nous avons osé, nous avons été très audacieux, nous avons proposé que désormais les partis ils soient imposés, ils soient fait obligation aux partis de positionner 40%. N'est-ce pas, de femmes sur leur liste. Mais évidemment, pour le faire, donc, nous appelons fortement à une discrimination positive à l'endroit des femmes. Il pouvait en être autrement parce que le parti, évidemment, est dirigé par une femme. Et chez nous, nous avons deux cibles, les femmes et la jeunesse. Comment promouvoir leur implication dans la gestion de la cité. Tout ça, et ça, forcément. La révision de la Constitution, pour nous, à l'UDBN, ça ne peut pas se faire en l'étape actuelle, vu la configuration actuelle de l'Assemblée nationale. Vous savez, c'est deux partis, on va dire, deux partis jumeaux siamois, je pèse bien mes mots, partis jumeaux siamois. Donc, aller à la révision, à l'étape actuelle, je pense que ça va être... Même quand les lignes sont tracées... Vous savez, soyons prudents, parce que lorsqu'il y a une ouverture, vous ne pouvez jamais imaginer vous pouvez jamais imaginer ce qu'on peut faire de cette ouverture. Et vous ne pouvez pas non plus vous attendre à ce que, lorsque vous voulez pousser le bouchon loin, la réaction que cela peut susciter, vous êtes à 1000 lieues de l'imaginer. Donc, oui, certaines mesures appelleront à la révision, n'est-ce pas, de la Constitution, mais pas en l'état actuel. Il faut trouver, si révision doit y avoir, il faut être très clair sur les points devant pouvoir faire l'objet de la révision. Et dans ce sens, nous avions suggéré que des élections générales soient organisées. Nous avons soutenu en 2020, d'autres camarades nous ont parlé de 2021. Dans tous les cas, le principe est que une élection générale doit pouvoir avoir lieu, où il faut évidemment, en toile de fond de l'organisation de cette élection générale, il y a la question lancinante relative aux finances, parce que ce que nous faisons là, c'est démentiel. C'est démentiel pour ce que nous mettons dans... Il faut réduire les coûts et réduire aussi la fréquence des élections. Et il faut être très prudent sur la question pour que nous ne nous lançons pas à nouveau dans le gouffre. Alors, donc, la configuration actuelle de l'Assemblée nationale ne nous permet pas d'aborder la question de la révision de la Constitution de façon sereine. Il faut être très prudent pour ne pas soulever d'autres Antoine Adokounou, il y a des recommandations, il y a des conclusions qui pourraient faire appel, bien évidemment, à la modification de notre test fondamental. Mais on craint, bien évidemment, en tout cas de toutes les façons, à l'UDBN, on craint que cela ne soit pas le moment. Finalement, est-ce que les conclusions du dialogue politique qui a pris fin aujourd'hui ne risquent pas d'attendre longtemps? En tout cas, certaines en tout cas. Je crois que si nous voulons que ça attende 10 ans, ça va attendre 10 ans. Parce que je trouve que la méfiance semble ne pas se préciser. Parce que, pour moi, le dialogue politique a déjà réglé la question de la méfiance. La question de la méfiance, c'était quoi? C'était que on n'a que des partis qui sont de la mouvance à l'Assemblée nationale. Si on aborde la question de la révision sans se creuser là, le risque est fort. Et la méfiance est de règle. Mais si déjà on fait ce travail où on est précis sur ce qu'on veut,
c'est sûr qu'on est précis sur ce qu'on peut modifier. Je prends par exemple la question du parrainage, ou le fait que les partis politiques, c'est à eux que va revenir l'espace politique de présenter les candidats à la présidentielle, par exemple. Il n'y a qu'un seul article, l'article 44 de la Constitution, qui décrit les conditions actuelles pour être candidat à l'élection présidentielle. Moi, je dis, toute proportion gardée, s'il y a la bonne foi, la révision, pour régler ce problème-là, par exemple, ne doit toucher que l'article 44. Pas plus. L'article 44 nouveau, qui va tracer le cadre en prenant en compte ce qui est là. Donc, en réalité, le problème de la méfiance, à ma foi, est réglé à travers le dialogue, qui a été précis sur ce qu'on veut et par voie de conséquence, ce qu'on doit toucher doit être conclu. Parce que si nous devons, chaque fois qu'on veut toucher la Constitution... On est d'accord qu'il faut toucher, mais pas le moment. Non, pourquoi pas le moment? C'est pourquoi il dit que quand on dit qu'il ne faut pas toucher pour le moment, c'est quand il n'y a pas eu ce creuset, où l'Assemblée nationale qui est là, encore moins que c'est de sa prérogative, mais pour des questions de cohésion nationale, on peut dire, bon, comme les autres ne sont pas représentés, faisons attention. Mais l'attention, à ma foi, a été faite déjà au niveau du dialogue. Et on sait les points sur lesquels on s'est entendu. Et s'il doit y avoir révision, la révision ne doit que aller dans ce sens. Une révision en principe doit pouvoir quand même partir de constat pour une finalité. On ne révise pas pour réviser. Alors, vous permettez, disons que je suis parfaitement d'avis avec, disons, l'analyste, Antoine Adokonou. Mais vous savez, c'est une question très sensible pour le peuple, la question de la révision. Même quand déjà l'Assemblée était pluricolore, on n'a jamais réussi. Voilà. Bon, et donc, à ça, maintenant, il faut ajouter cette crise que nous traversons. C'est pour ça que je disais, nous allons attendre. C'est au chef d'État de donner les signes pour rassurer tout le monde maintenant. À partir des heures qui suivent, lorsque il commencera par envoyer des signaux, je suis certain que ça va commencer par apaiser et rassurer. Les gens. Je suis convaincu. Et à l'intérieur, personne n'a rejeté la révision. Tout le monde est convaincu. D'ailleurs, cette affaire de représentativité, de discrimination positive et promotionnelle des femmes est unanime et soutenue par tout le monde. Il n'y a pas eu de mouvance ni opposition. Mais tout le monde sait que, ne serait-ce que sur ce point, il faut toucher la loi fondamentale. La question qui se pose, c'est d'abord la méfiance qui existait. Quand on veut toucher notre loi fondamentale, ajouter à cette crise que nous traversons. Et donc, moi j'estime, et nous pensons que les heures à venir, à travers les signaux que donnera le chef d'État, des résultats, des conclusions, on pourra faire des pas. Alors, revenons alors à, on va dire très rapidement, à ces points-là qui n'ont pas pu avoir l'assentiment de tous, où on n'a pas eu de consensus. C'est notamment les questions qui touchent aux solutions que vous avez proposées pour le dégel complet, pour l'apaisement, si vous voulez, de la situation. Pourquoi est-ce que là, ça, on va dire, ça n'a pas été facile, M. Bissot? Non, évidemment, il faut avouer que de façon, on va dire, constante, nous avons compris que, en tout cas, les auteurs de cette, on va dire, des doléances, des propositions pouvant dégeler la situation, eh bien, dans l'ensemble, on a compris la préoccupation. Et ça a été exprimé sous forme de doléances, n'est-ce pas? Et on a parlé, par exemple, de la question de nos compatriotes qui sont dans les liens de la justice, dans le cadre, suite aux événements malheureux du 1er 2 mai. Et c'est sûr, on a parlé d'un certain nombre de compatriotes qui seraient en exil, ou pour des raisons politiques, ou des poursuites. On a la procédure judiciaire en cours contre l'ancien chef de l'État et tout. Ces points ont été abordés. Évidemment, des doléances ont été soumises
au chef de l'État parce que nous sommes en matière politique. Et pour des raisons politiques, on a vu des pays où, à la suite, n'est-ce pas, à la suite du crime, on a décidé d'aller, on a mis en place des commissions spéciales sur place. Les noms variés, vérité, réconciliation, tout ce qu'on veut. Et de façon politique, on a trouvé des situations, des mécanismes pour assurer la cohésion. Donc, si aujourd'hui, c'est clair, si je prends le cas de l'ancien président de la République, c'est un ancien président de la République. Il a forcément des partisans. Et donc, aujourd'hui, si on estime qu'il y a une procédure contre lui, forcément, ça ne peut pas plaire à ses partisans. Donc, lorsque vous êtes président de la République et que vous voulez la cohésion, disons, de votre pays, la paix, parce que sans ça, vous ne pouvez pas asseoir votre politique de développement. Dans l'instabilité, vous ne pouvez rien faire. Donc, il n'est pas exclu que, par exemple, ces questions, oui, certains diront, c'est la justice, séparation des pouvoirs, mais nous sommes en matière politique. S'il y a des décisions qui ont été, qui doivent être prises pour assurer la paix, on le fera. C'est vrai que sur le concept, beaucoup, évidemment, n'ont pas partagé le fait qu'on dise que nous ayons au Bénin des détenus politiques. Parce que cette notion, il faut bien qu'on la clarifie. Certains estiment que tous ceux qui se sont retrouvés, tous ceux qui se sont, par exemple, retrouvés dans les liens de la justice, dans le cadre suite aux événements malheureux du 1er et 2 mai, doivent être considérés comme des exilés, des détenus politiques. Bon, la notion, je crois qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Ce qui est sûr, ça tiraille un peu. Mais il revient au chef de l'État de prendre les décisions politiques, d'envoyer des signaux. Il y a forcément certaines recommandations qu'on peut déjà commencer par appliquer. Et je suis convaincu que, puisque lui-même il a fait le diagnostic, il va aviser relativement aux solutions qui lui sont faites. Dans tous les cas, les problèmes sur lesquels on a semblé être divergents, on ne l'a pas soumis au chef de l'État en termes de revendication. On lui a dit en des termes suffisamment courtois, suffisamment polis, et qui donnent envie de donner une suite favorable. C'est parce que tout est dans la manière aussi un peu. On n'a pas senti une revendication, s'il est obligé. Non, il n'y a pas eu ça. C'est, disons, des propositions très sages qui lui ont été faites pour que la paix revienne dans la cité. On l'a remarqué, même la lecture la présentation du rapport par le rapporteur général était d'une courtoisie, surtout à ce niveau-là, remarquable. Alors, cette façon de faire, justement, à savoir que là où il y a eu achoppement, là où il n'y a pas eu consensus, le fait de formuler des doléances, est-ce que ce n'est pas une manière voilée de renvoyer le plus dur, le plus difficile, la patate chaude au chef de l'État, parce que le dialogue, ou plutôt les délégués au niveau du dialogue n'ont pas pu trancher. Alors, je voudrais faire une nuance. Dire que nous n'avons pas tranché, c'est un peu exagéré. Du moment où nous avons à l'unanimité soutenu et adopté cet ordre du jour, à partir de ce moment, c'est que nous sommes engagés à débattre de ces questions. Donc, nous sommes conscients qu'il y a des points à discuter à l'intérieur de ces questions. Et le chef de l'État, dans son discours d'ouverture, comme je le dis, dans son diagnostic, l'a dit. Il y a eu des problèmes. Nous sommes dans une situation où est-ce qu'il faut avancer comme ça ou s'asseoir ensemble, baliser pour repartir à nouveau. Et donc, moi, ce que j'ai observé, c'est peut-être la courtoisie des acteurs beaucoup plus de l'opposition qui ont changé et qui ont modéré le discours. Et ça, c'est à leur actif. Ils ne sont pas venus à cette table pour dire « nous exigeons ». Ils ont dit « ce sont des doléances que nous voulons formuler ». Et ça a été soutenu en termes de doléances par nous tous. Pour dire « voilà, nous nous sommes retrouvés pour corriger les imperfections ». Mais entre-temps, face au choc, au ressentiment, disons, à ce que chacun a senti, il y a eu des diverses formes de manifestations qui ont créé du tort à telle ou telle partie. Comment on fait après que nous soyons assis pour parler
pour que ceux qui, dans cette situation, surtout je veux évoquer les événements des 2 mai et de juin, sont dans les liens de l'État ou pour qu'est-ce qu'on fait pour donner un signal quand même qu'il y a un début de dégel. Et donc, nos amis ont proposé, ils ont déposé sur la table leur doléance. On ne peut pas venir à vous exprimer des doléances en tant qu'humain, vous allez les rejeter. Surtout pas quand vous êtes autour d'une table de discussion, où vous dites nous sommes là pour dialoguer. Et donc ce n'est pas forcément des points où on s'est opposé, mais la divergence est née dans les lectures des situations. Mais nous sommes d'accord pour dire oui, il y a quelque chose à nous faire. conduisons cette plateforme de doléances au chef d'État, puisque c'est lui qui a convoqué tous les acteurs, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. C'est lui qui a posé le diagnostic pour dire nous avons trébuché, nous avons connu une situation qu'on n'a jamais vue auparavant, il nous faut avancer ensemble. Et pour aller ensemble, il faut que tous les fils et filles de ce pays se retrouvent à nouveau autour de l'œuvre nationale. Et donc, ces doléances sont annexées, sinon même sont joints à un point B pour dire voilà des points dont nous avons débattu où il n'y a pas eu l'unanimité. Ça ne voudrait pas dire que nous l'avons rejeté. Ça ne voudrait pas dire qu'on n'a pas eu un consensus minimum. Mais c'est que par rapport à l'appréciation, nous n'avons pas les mêmes expressions pour qualifier les faits. C'est tout. Allez, voilà, Antoine Adokounou, 18 points notamment ont été libellés comme étant des, on va dire, des doléances, dont, premièrement, notamment le couplage, sinon les élections générales, pour certains anticipées, en 2020, 2021 pour d'autres, et aussi la question des, on va dire, des personnes qui ont des soucis avec la justice, des exilés notamment. Tout ceci rassemblé, en tout cas listé, ça fait 18. Votre lecture, ou plutôt un mot à ce sujet. Une précision. La question d'élection générale ne figure pas à ce niveau du chapitre. Ça se retrouve plutôt au niveau du renforcement du système partisan. Où nous disons, faudrait-il qu'au Bénin, chaque année, il y ait des élections. Pour un mandat de 5 ans, vous devez passer 3 ans à faire des élections. Est-ce qu'on peut avancer comme ça par rapport à ce que nous coûtent les élections? C'est beaucoup plus à ce niveau que la question d'élection générale est arrivée. Et où, sur le principe, comme je le disais, tout le monde est d'accord. Mais quelles sont les modalités? Faudrait-il coupler les élections législatives avec les élections présidentielles? Faudrait-il coupler les élections communales avec les élections législatives? Quand on commence, et donc, pour y aller, il faut modifier la loi fondamentale. Donc, l'autre question de méfiance. Et donc, ce sont les modalités de mise en œuvre qui restent à débattre, soit à travers des séminaires ou des ateliers. Et donc, c'est beaucoup plus au niveau du renforcement des systèmes partisans que la question d'élection générale s'est posée. Au niveau des doléances, c'est beaucoup plus la plateforme qu'a déposé les partis de l'opposition vis-à-vis de, disons, de tout ce qui s'est passé autour des élections passées. Un mot à ce sujet, Antoine Adokounou. Je voudrais être sincère parce que ce que nous disons ici, le peuple nous entend. Moi, je voudrais d'abord, par rapport aux élections générales, je ne sais pas, j'ai lu quelque part où on parle de couplage en 2020 des législatives avec les communales et on suppose que il faut écourter le mandat des députés qui sont là pour y arriver. Et la question donc de la reprise des élections que posent les amis de l'opposition se pose en sous-jacent là. Je dois être honnête. Moi personnellement, je ne vois pas aujourd'hui, du point de vue de notre constitution, qu'il existe une possibilité de dissolution des institutions de la République. Moi, je ne vois pas. Parce que le constituant béninois, en 90, a fait l'option de stabiliser les institutions. Évidemment, eu égard à notre histoire politique et constitutionnelle jonchée de coups d'État. Donc,
pour ne plus en arriver, le constituant a fait l'option de rendre stables les institutions. Sécuriser les institutions. Voilà. Donc, dans un contexte pareil, aujourd'hui, il me semble que la possibilité de refaire les élections pour pouvoir aller à une élection générale en 2020 n'est pas possible. Mais, élection générale, oui, dans le sens que le délégué du MOEL a dit, oui, on est d'accord pour le principe, compte tenu des différents écarts, on commence qu'à. Mais pas dans le sens d'écouter un mandat à l'Assemblée nationale pour vite rattraper. Non. Deuxième élément, la question des exilés politiques. Bon, chacun a sa compréhension des faits. Ce qu'a d'ailleurs rappelé le Ce que moi j'entends par exilé politique, c'est quelqu'un qui ne peut plus rester dans son pays du fait de son opinion politique. Parce qu'il n'est pas d'accord par ses opinions avec le pouvoir en place, il a été contraint de ne plus rester dans le pays. C'est ce que moi j'entends par exilé politique. Mais dans le cas d'espèce, si nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, du point de vue objectif, tous ceux qui sont à l'extérieur aujourd'hui, moi je ne vois pas quelqu'un qui se retrouve dans ce cas, qui n'est à l'extérieur que parce que, à cause de son opinion. Candidat Zanaï, bien qu'il soit au départ du nouveau départ, il a laissé le pouvoir, il est là, il dit tout ce qu'il veut, mais il est dans le pays. Donc, c'est des gens qui ont des problèmes d'une manière ou d'une autre avec la justice. Je dis d'une manière ou d'une autre avec la justice. Quel exemple nous voulons donner? Si par exemple, nous-mêmes nous disons il faut lutter contre la corruption, faire en sorte que quand les gens sont devant les deniers publics, qu'ils aient le souci que après leur gestion, qu'on peut passer vérifier. Si nous sommes dans cette option, et que dans le même temps, face à un exercice pareil, où on est en train de pouvoir vérifier la gestion passée de quelqu'un, il quitte le pays pour ne pas se mettre à la disposition de la justice, et que nous-mêmes, citoyens aujourd'hui, nous disons au chef de l'État de fermer les yeux pour que ceux-là reviennent, sans pouvoir se mettre à la disposition. Si nous sommes dans cette logique-là, nous-mêmes en tant que citoyens, là, est-ce que nous sommes conséquents envers nous-mêmes? Parce que ce n'est pas le problème du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est pas le problème, c'est nous-mêmes d'abord. Donc, il ne faut pas que, en voulant régler un problème, nous créons un autre. Parce que ça peut servir de mauvais exemple où je mets dans la tête que même si je gère mal et qu'en son temps, on veut m'attaquer, je vais quitter le pays. Et je sais que j'aurai les Béninois qui vont me défendre pour dire que je suis exilé politique. Il ne faut pas que l'on donne cette leçon-là. Donc, moi, personnellement, je ne vois pas que les gens soient... Il y a des gens qui n'ont même pas eu la première convocation. Juste parce qu'on a levé leur immunité et qu'il y a un petit problème, ils sont partis. Donc, ne faisons pas... pour moi, non. Je suis très heureux que votre ami ne soit pas à notre dialogue. Parce que s'il commençait par tenir ces discours là, non. Je crains parce que lorsque vous venez à un dialogue avec des gens, comme je le disais, chacun a sa lecture des faits. Non, chacun a sa compréhension. Non, s'il vous plaît, je vous laisse bien parler. Non, si je suis au dialogue, peut-être que l'environnement ne va pas me permettre de tenir ces propos. Mais le réflexe, c'est que vous mettez le chef de l'État en difficulté. Le tout ne suffit pas
de rester dans une cohésion pour tirer une On n'a pas fait des recommandations. C'est justement bon, d'accord. Voilà. Je voudrais sous forme de doléance. Non, je voudrais en finir. Pourquoi j'ai fait ces détails-là? C'est pour pouvoir faire la nuance entre recommandations et doléances. Vous ne nous avez plus pour que le peuple parce que nous savons comment les gens transforment les propos. Excusez-moi, du moins, les journalistes que nous avons, nous les connaissons. Nous vous connaissons en tant que délégués sont suffisants. Demain, il n'est pas exclu que la presse dise que dans le dialogue, on a dit au chef de l'État que les gens reviennent, mais malgré ça, il n'a pas tenu parole. Vous allez voir, c'est dans ce sens que les choses vont évoluer. Je crois que, cher ami, il ne vous a pas échappé que nous sommes en crise. Nous sommes en crise et nous sommes en matière politique. C'est deux choses. Vous ne pouvez pas être premier responsable d'un pays et il se pose à vous des difficultés de ce genre. J'ai donné l'exemple des pays qui sont sortis des situations très conflictuelles où on aurait pu appliquer la loi dans sa rigueur, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Je comprends parfaitement votre argumentaire, mais le contexte ne s'y est pas. On est obligé aujourd'hui disons, de poser le problème. On ne peut pas occulter la dimension politique de la question qui est posée. Les personnes dont il s'agit, n'oubliez pas, ils sont des acteurs politiques, ils ont des partisans derrière. On a vu récemment au Sénégal, où un acteur politique, l'ancien maire de Dakar, il a été condamné par la justice et tout, et pourtant, en tout cas, amnistié. On a pu lui alléger, il a été plutôt gracié, c'est pas l'amnistie, la meilleure différence entre l'amnistie et la grâce. Ce sont des actes politiques. Après les élections, bien sûr, il faut préciser ça. C'est préciser. C'est après les élections. Nous sommes aussi dans une situation après les élections politiques. Ce sont des actes politiques qui sont destinés, n'est-ce pas, à assurer la cohésion. Parce que ce qu'on ne peut pas perdre de vue, moi personnellement, ça c'est un avis, c'est personnel. Moi j'ai toujours été gêné de voir des anciens présidents de la République être encore partisans. Parce que lorsque vous êtes en politique, et vous réussissez à occuper le poste de président de la République, je me dis, après ça, c'est une grâce, il n'y a plus autre chose. Vous sortez des positions ordinaires. Personnellement, ce qui se passe au Bénin, personnellement, c'est une perte. De voir des anciens présidents de la République s'engager encore à fond de cette manière-là dans la politique. Mais lorsque vous donnez des coups aux gens, vous ne serez pas surpris qu'on vous en donne également. Donc pour moi, c'est une perte, ce qui se passe là. Revenons au sujet, pour dire que face à une situation de cette manière-là, c'est pourquoi même les acteurs même de la proposition ont compris qu'il faut faire quelque chose pour calmer les esprits. C'est pourquoi ça a été libéré en termes de doléance. Parce que la notion d'exilé politique, tout le monde comprend. Mais selon que vous êtes en situation, évidemment, on ne peut pas refuser à ces acteurs-là de tirer le drap de leur côté pour dire, écoutez, on tape toujours sur la partie la plus sensible pour pouvoir émouvoir, pour pouvoir drainer du monde autour. Tout à fait. Ce que nous allons faire, M. Vissot, nous allons changer de cap, faire un tour de table, demander si tout le monde est vraiment sorti de ce dialogue politique plus que satisfait, tout à fait satisfait cet après-midi. On commence par le représentant, le délégué de Moël Bénin. Oui, en général, Moël Bénin est très satisfait d'abord d'avoir participé à ça, d'avoir mis à la lumière du jour ses propositions, ses idées. On aurait aimé... d'avoir vu certaines de ces propositions directement prises en compte. Oui, mais on aurait aimé que certaines des innovations que nous avons amenées et qui n'ont pas du tout été énumérées viennent. Par exemple, la question de la prise en compte de la diaspora. Vous voyez, nos tests
disent que pour être militant, il faut être béninois. C'est-à-dire que nul ne peut être membre d'un parti politique sans être béninois. Ça voudrait dire que je peux être béninois et vivre à Washington et m'inscrire dans Moël Bénin. Et nous en avons un peu partout. Mais aujourd'hui, possibilité n'est pas donnée à ces gens de poser des candidats. On dit même, on est allé au niveau des tests jusqu'à dire que si vous ne résidez pas dans le pays durant un certain temps, vous ne pouvez pas candidater. Moël Bénin a proposé de sauter d'abord cette restriction et de permettre, si possible, l'érection de circonscriptions électorales pour le compte de la diaspora à raison de 10% du fauteuil. Ne serait-ce que pour faire participer toute cette richesse que nous avons. Quelqu'un a évoqué un chiffre qu'il y a plus de 2 500 000 Béninois à côté de nous au Nigeria. Pourquoi on ne peut pas créer une circonscription électorale pour avoir un député béninois pour le compte du Nigeria et qui aurait pu travailler pour faire des propositions pour nous éviter ce que nous vivons là maintenant? Nous avons autant de Béninois dans la diaspora. Et moi, le Bénin a défendu tout le long de ce dialogue, cette position qui malheureusement n'a pas été soutenue. C'est la même chose que la question voilà, une question importante au niveau de l'équité, de la redéfinition de la cadre administrative. Vous voyez, vous prenez la 6e circonscription électorale qui à elle seule fait presque la même mais là, population, ça a été pris en compte et nous aimerions réellement que ça devienne effectif. Vous voyez, ce sont des choses qui ont trouvé consensus, mais qu'on n'a pas évoqué sur ce tableau. Sinon, généralement, en gros, nous avons été satisfaits du format, du déroulement, du climat et de l'ambiance. On n'a pas senti la guéguerre qu'on vivait avant d'entrer dans cette salle entre mouvance et opposition. Les craintes. Et j'estime que l'émotion même du chef de l'État, à la fin, c'est cette extrême satisfaction. On n'aurait pas imaginé, certains temps, que tous les Béninois qui, il y a quelques mois en arrière, se déchiraient, que se présentaient dans les discours comme des chiens et chats, pouvaient s'asseoir, parler, manger, boire, prendre des pauses café, faire des accolades et finir par entonner l'hymne national. Donc nous sommes satisfaits, mais la grande satisfaction serait beaucoup plus dans la mise en œuvre des recommandations. C'est pour ça que Moël Bénin, tout en félicitant le chef d'État pour ce courage, a d'abord respecté un engagement pris en mai et repris en juin, en nous convoquant à ce dialogue, puisse aller plus loin en donnant des signes qui ne suffisent, et en humiliant beaucoup plus ceux qui sont dans l'attente que tout ce que nous avons fait soit rangé dans les tiroirs, en donnant des signaux forts dans les heures et les jours à venir. Et ce serait au grand bonheur de toute la classe politique béninoise. Antoine Adokounou, pardon, satisfait ou pas satisfait? Non, généralement, je suis satisfait. Les délégués disent qu'ils sont satisfaits. Donc, il ne revient pas à moi qui n'ai pas participé de dire que je ne suis pas satisfait. La question de la représentation, je savais que j'allais conclure par là parce que je vis dans la 6e circonscription électorale et plus précisément dans la commune d'Abomey-Calavi où aujourd'hui vous allez voir avec 25 000 voix, nous au Bloc républicain n'avons pu avoir qu'un seul député alors que dans d'autres circonscriptions avec 10 000 voix on a même 2, 15 000 voix on a 2. Donc aujourd'hui, il doit falloir faire des réajustements, soit on redéfinit de nouvelles circonscriptions proportionnellement à la démographie, ou bien on augmente le nombre de députés dans ces circonscriptions. Et je pense que c'est des problèmes qui trouveront satisfaction parce que c'est des débats qui ont déjà trop évolué, parce que j'en parle avec certains députés, mais je voudrais que après ce dialogue, qu'on prenne cela en compte pour que les fois à venir, ma circonscription, au lieu de donner 4 députés, peut-être se retrouve à 8, à 9, pour que vraiment il y ait une représentation vraiment proportionnelle. C'est vrai que cette circonscription-là, elle revient dans les exemples que l'on cite, c'est pas la seule. Alors, satisfait ou pas satisfait, Moël Bénin et l'UDBN dans son ensemble, mais surtout vous, délégués de l'UDBN? Non, absolument, nous sommes sortis très satisfaits de cette séance, surtout que
sur, on va dire, c'est curieux quand même ce qui s'est passé sur la plupart de nos propositions. Il y a eu comme, comment dire, un attrait massif. On a discuté, arrangé, et puis finalement, on les a adoptés. Que ce soit la question de l'équité des femmes, de l'équité relativement à la représentation des femmes dans les instances politiques, l'équité sur la question démographique, les arrangements qu'il faut faire pour que les circonscriptions soient à pied égal, que ce soit la question du doublon, par exemple, le traitement qu'il faut faire de l'auteur du doublon sur beaucoup de questions. L'UDBN a pu, n'est-ce pas, faire des propositions concrètes et qui ont bizarrement été adoptées. Je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux. Maintenant, la grande question à laquelle beaucoup se demandent ce qui va se passer. Parce que nous avions répondu à un appel du chef de l'État. Le rapport vient de lui être transmis ce jour même. Et le reste se trouve dans sa main. Et à l'UDBN, nous sommes convaincus que ce que le chef de l'État a commencé, il va achever, comme disent nos amis ivoiriens. Donc, c'est très important de lui accorder cette bonne foi. Nous avons la ferme conviction, en tout cas à l'UDBN, que ce que le chef de l'État a commencé, il va l'achever, et que des signaux forts certainement seront envoyés ces derniers dans les jours à venir, pour que ce qui ressort, comme il a dit, il a su bien le dire, ce qui ressort de son gouvernement, il a bien dit ce matin qu'il aura des actes, ce que lui-même personnellement, en tant que président de la République, parce que les tests font de lui une institution, ce qui ressort de sa compétence, et je pense que certainement, comme il a promis ce matin, il le fera. Et que, finalement, nous disions, mais faisons attention, parce qu'on ne peut jamais savoir d'où nos agissements, enfin, ce que nos agissements peuvent entraîner en termes de menaces pour la cohésion sociale. Et les 3 jours nous ont montré qu'en fait, nous sommes les mêmes. Ce qui s'est passé les premiers 2 mai et en juillet, ce n'est qu'un incident. C'est un incident. Et tout en reconnaissant la douleur que nos compatriotes ont subie, les acteurs politiques que nous sommes, nous avons pris la mesure. C'est pourquoi vous avez eu sur les 9 partis régulièrement enregistrés au Bénin, invités d'ailleurs, 8 quand même ont répondu présent à l'appel. Lorsque mes connaissances en mathématiques sont très limitées, mais lorsque vous avez pu avoir 8 sur 9, quand même, nous sommes en matière politique, on ne peut que se dire que la mission elle est réussie. Elle réussit. Et aujourd'hui, l'émotion était grande. C'était à l'unisson que l'hymne national a été entonné. Que vous soyez de l'opposition ou de mouvancier, au moins on a ça de commun. C'est-à-dire l'hymne national, nous avons le Bénin, nous avons le patrimoine Bénin en commun. Et ça, nous l'avons compris vivement que les actes suivent, et nous avons en tout cas à l'UDBN la conviction que ça va être fait. Alors voilà, je ne crois pas que nous ayons besoin encore de faire un tour de table pour tirer les conclusions, parce que vous avez été d'une clarté, on va dire, satisfaisante. Merci à vous, à Mouel Benin, de nous avoir accepté notre invitation pour ce soir. Monsieur bienvenu, Dédéon Milorin. J'espère que votre disponibilité ne saura être, on va dire, discutée les fois à venir, parce que nous avons besoin de savoir et de vous avoir à nos côtés pour voir ce que vous faites au niveau de Mouel Benin. Et là, à l'UDBN, vous nous avez accompagnés depuis avant-hier dans ces émissions spéciales que nous avons consacrées à ce moment spécial qu'a été le dialogue politique. Merci beaucoup à vous, Paulin Visson. Vous avez été délégué de l'UDBN ces 3 jours présents là-bas et accepté d'être ici. Ce fut pour nous un grand plaisir. Antoine Aloukonou, votre disponibilité ne nous oblige qu'à vous dire merci beaucoup. Il y a eu quelques petites infidélités depuis 3 jours, mais
On peut comprendre ça, des gens annoncés qui n'ont pas pu répondre à l'appel. À eux aussi, nous transmettons plutôt, nous envoyons nos remerciements, amis téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres depuis 3 jours pour vivre les analyses et les conclusions de ces grands moments-là, de ce grand moment qu'a abrité le Palais des Congrès. Notre présence au niveau de l'actualité politique ne sera jamais remise en cause. On sera toujours là pour vous permettre de vivre les grands pas qui se font dans la construction de cet État-là, pour lequel nous avons toujours été fiers de l'engagement de chacun et de tous. À la prochaine fois.